300 ans après sa mort, ils ne l'ont pas oublié. C'est devenu un rituel. Il se retrouve à Paris, aux Invalides, et même cette année dans le Morvan, en l'église de Bazoches, fief de Sébastien, le prêtre de Vauban, maréchal de France sous Louis XIV. Pour le siècle, c'est un extraordinaire humaniste. C'est quelqu'un qui était à la fois un visionnaire, il a prévu une monnaie unique pour les États de la chrétienté en 1685, donc c'est fantastique. Et c'était surtout quelqu'un qui était très économe, très humain, très économe de la vie de ses soldats. Il a réussi à inventer une méthode qui faisait que quand lui attaquait, il perdait 3 fois moins de monde que le défenseur. Donc on a attaqué comme lui pendant 150 ans, car il a révolutionné l'art du siège. C'est pour ça qu'on a senti un humaniste chez lui. C'est aussi le premier homme qui a fait la première tentative d'égalité devant l'impôt avec la dîme royale. Donc ça n'est pas qu'un militaire, c'est un humaniste. Un humaniste à la carrière fulgurante. Vauban est né en 1633, non loin du château de Bazoches, propriété de son arrière-grand-père. Il grandit aux côtés des paysans du Morvan et à 18 ans, il s'engage comme soldat. Remarqué par Mazarin, il va servir sans faille les intérêts du royaume. Grâce à un don de Louis XIV, Vauban rachète Bazoches en 1675. Aujourd'hui, le propriétaire du lieu fait visiter la grande galerie conçue par Vauban. C'est là qu'il a travaillé avec ses ingénieurs, ses architectes, ses dessinateurs. Et c'est très émouvant de se dire qu'une grande partie, une très grande partie de tous les ouvrages militaires et édifices que vous trouvez dans toute la France ont été préparés ici. Et lorsque des plans étaient au point, on les mettait dans ces grands fourreaux métalliques comme celui que vous avez à côté de la tapisserie. On donnait ce fourreau à une estafette. Il y avait 60 chevaux dans les communs. Et l'estafette allait répondre les instructions de Vauban de par la France et la Navarre. Vauban bâtit le pré-carré de Louis XIV, loin de la cour et proche de ses hommes. Il sera même blessé 6 fois. C'est l'armure de siège de Vauban. Et lorsque les militaires du génie, puisque c'est Vauban qui a créé l'arme du génie, se trouvent devant cette armure, qu'ils considèrent comme une relique, ils sont en effet très émus. S'il faut les résumer, la vie de Vauban, c'est 57 années ininterrompues au service de Louis XIV, au cours desquelles il n'a pas arrêté de signer à la France pour cause de fortification. Et pour revenir se reposer un peu et travailler beaucoup, à Bazoches notamment. La vie errante que je mène depuis 40 ans et plus, m'ayant donné l'occasion de voir et visiter plusieurs fois et de plusieurs façons la plus grande partie des provinces de ce royaume, tantôt seul avec mes domestiques et tantôt en compagnie de quelques ingénieurs, j'ai souvent eu l'occasion de donner carrière à mes réflexions et de remarquer le bon et mauvais des pays, d'en examiner l'état et la situation, et celui des peuples dont la pauvreté ayant souvent excité ma compassion m'a donné lieu de rechercher la cause. Vauban au marquis de Torcy, juin 1700. C'est vraiment un homme de la terre, c'est un Morvandiau, c'est un type solide, qui a les qualités de ce pays, qui est rugueux. Saint-Simon le décrit, c'était un homme de guerre épouvantable, avec un air très militaire, et en même temps le meilleur homme, absolument soucieux de la vie de ses hommes, n'hésitant pas à aller voir le roi. On a des exemples humains extraordinaires. Sur un ingénieur qui a été blessé, il demande une pension, le roi dit « je verrai », il se lève, il reprend ses plans, c'est raconté par Garangeau, et il quitte le bureau du roi, ce qui est impensable. Au XVIIe siècle, personne n'a osé faire ça. Mais il est tellement indispensable au roi par les villes qu'il lui prend, par les fortifications qu'il lui fait, que Louis XIV le supporte. Et 2 jours après, il dit « ça y est, je suis réconcilié et je donne la pension ». Ce sont des traits de caractère extraordinaires. Autre trait de caractère, le seul à s'être opposé à la révocation de l'édit de Nantes, en disant au roi « Sire, la conversion des cœurs n'appartient qu'à Dieu ». Je ne connais pas beaucoup de hauts fonctionnaires qui oseraient tenir un pareil langage aux plus hautes autorités de l'État. Lui, il l'a fait, car il était en mesure de le faire, tellement il lui rendait des services. Vous voyez, c'est ça, Vauban. Et c'est quelqu'un qui a toujours gardé le sentiment des valeurs vraies du terroir. Et il ne se change pas, c'est pas un homme de cour. D'ailleurs, il y va peu. C'est un homme solide, mais le roi, qui est entouré d'hommes de cour, jusqu'au bout, lui gardera son amitié et son estime, parce qu'il sait qu'il peut compter sur lui comme sur un roc. Dans ce siècle de courtisans qui était le XVIIe siècle, Vauban était le contraire du courtisan. C'est quelqu'un qui était vrai, qui était authentique. Il n'y avait aucune poudre aux yeux, aucun désir de paraître.
Et d'ailleurs, nous avons retrouvé dans les archives un écrit qui en dit long. Vous savez que les ministres et le monarque correspondaient, notamment par des grands cahiers. Il y avait toujours une marge qui était réservée au roi. Et dans la marge d'un de ses écrits, Louis XIV marque à Vauban, surtout continuez bien à me dire tout ce qui vous passe par la tête. Ça en disait long. Des idées, Vauban en avait sur tout. L'élevage de porcs, les colonies, l'immortalité de l'âme et même les impôts. Un an avant sa mort, il publie le projet d'une dîme royale, un impôt unique, proportionnel et payé par tous. À l'époque, l'aristocratie et le haut clergé n'étaient pas taxés. Alors imaginez un peu leur réaction à cette proposition venant d'un des commis de l'État. Le livre sera saisi et brûlé. Cette réforme était pourtant indispensable. Faire la guerre épuise les caisses de l'État. Les attaques et les sièges, voilà le vrai métier de Vauban. Voyez-vous, mesdames et messieurs, s'il y a quelque chose dans la fortification qui mérite l'admiration des hommes, on peut dire qu'il se trouve dans cette place, plus que dans aucune autre du royaume, car, soit qu'on la considère par le désavantage de sa situation parfaitement corrigée, ou encore par la belle symétrie de son revêtement, par la beauté de ses batteries ou de ses portes. Cette place forte, la voici. Neubrisac, ville construite de toutes pièces près de Colmar pour défendre la frontière à l'est du royaume. Le chef-d'œuvre de Vauban. Il a rénové les techniques d'attaque des places fortes en les standardisant selon une méthode qui permettait d'économiser les vies humaines. Et qu'à ce titre, cette méthode a été employée dans le monde entier après lui. Et parce qu'il a rénové les méthodes d'attaque des places fortes, il a également été obligé de faire avancer les techniques de fortification, ce qui a abouti à cette œuvre de synthèse, cette œuvre de fin de vie qu'est le Neubrisac que nous avons sous les yeux. Une ville où seul le clocher fortifié dépasse. Une ville imprenable. En multipliant les ouvrages extérieurs, les tenailles, les contre-gardes, les réduites demi-lunes, il va retarder d'autant la capacité pour l'assaillant de faire la brèche dans le mur de l'enceinte de sûreté, c'est-à-dire l'enceinte où il y a simplement les tours tout au bout. Donc en fait, comme ça coûte extrêmement cher à l'assaillant de faire la brèche dans un mur, il faut 1000 coups de canon pour faire la brèche dans un mur d'escarpe. Donc effectivement, si on a à faire la brèche dans la contre-garde de la demi-lune, puis la brèche dans la réduite demi-lune, puis la brèche dans la contre-garde du bastion, et seulement à ce moment-là, après 3000 coups de canon, on pourra faire la brèche dans l'enceinte de sûreté, il n'y a pas beaucoup de princes en Europe, à la fin du XVIIe siècle, qui peuvent s'offrir le luxe de 4000 coups de canon pour faire une brèche. Donc la ville devient imprenable. Et à cette époque, des princes d'Allemagne, le roi d'Espagne, l'empereur d'Autriche et les provinces-unies de Hollande se liguent contre le roi Soleil. En 1674, Louis XIV part à la conquête de la Franche-Comté, qui était alors sous domination espagnole. Vauban est à ses côtés, Besançon est assiégé. Vauban dirige le siège en personne, sous les ordres de Louis XIV. Pour prendre la ville, il a fait ouvrir la tranchée en face du bastion d'Arène et de Chamard. Mais avant, il a fait installer des batteries sur les deux sommets qui dominent la citadelle, Bregy, qui se trouve de ce côté, et Chaudane, de l'autre. Et pour grimper à Chaudane, il a fallu tracer une route, un chemin, parce qu'il n'y avait rien. D'ailleurs, dans une lettre, il avait demandé à Louis XIV une grande artillerie. Et alors, quand on entend ce mot de grande artillerie, on s'imagine des dizaines de canons, bien des centaines de canons. Non, il y avait 36 canons, des pièces de 24 en particulier, des pièces de 12, et il avait réclamé quelques pièces de 8 en disant qu'avec ça, on ferait grand bruit dans les coins. La ville résiste pendant 20 jours et il en faut encore 7 de plus aux troupes royales pour s'emparer de la citadelle. Une forteresse que connaît bien Vauban. 6 années plus tôt, au moment de la première conquête de la Franche-Comté, l'ingénieur militaire avait commencé à renforcer les défenses de Besançon. Il faudra quasiment 20 ans de travaux pour réaliser les plans de Vauban. Faites achever les dessins de la ville et de la citadelle qui ne peuvent être meilleurs et considérez après Besançon comme une des meilleures places de l'Europe et sur laquelle le roi peut se reposer plus que sur une autre qui soit dans son royaume. Lettre à Louvois, 1678.
Avant Vauban, les ingénieurs militaires étaient obsédés par une forme de géométrie qui faisait qu'ils voulaient poser des étoiles régulières à 8 branches, des octogones, sur n'importe quel site, même s'il était contraint. Vauban a ce pragmatisme de ce bon paysan morvandiau qu'il est, de s'adapter toujours au terrain, au site naturel. Et il fait donc des études d'impact extrêmement poussées pour implanter sa fortification en fonction de son environnement. Un bon sens qui a tout de même un prix. Les Bisontins, y compris le clergé, doivent financer les travaux et c'est tellement cher que le trésor royal est mis à contribution. On raconte même que Louis XIV aurait demandé à Vauban si la citadelle n'avait pas été édifiée avec de l'or. Mais finalement, la forteresse remplit sa mission et elle ne céda plus jamais face à l'ennemi. Vauban avait réussi à maîtriser un environnement complexe. Il faut comprendre que c'est un tout, c'est vrai, avec le rempart, la ceinture urbaine et puis la ceinture de battant, la couronne de battant. Et que là, il avait un problème, c'est que la ceinture, la boucle était dominée par Chaudane, par Breugille, par Bourgard, et que toutes ces hauteurs, il n'avait pas tout à fait la solution. Et c'est après la prise de Luxembourg, quand il a vu les tours bastionnées espagnoles qu'il y avait autour de Luxembourg, qu'est née l'idée de ces tours bastionnées qu'il a construites pour la première fois à Besançon. Ces tours enferment la ville, elles en ont assuré la sécurité pendant des années, pendant des siècles même, et en même temps c'était les milices urbaines, la population de Besançon qui était autour pour assurer la défense de la ville. Aujourd'hui ces tours sont récupérées par la municipalité, elles ne sont plus domaine militaire, et elles sont effectivement un formidable potentiel pour, sur la périphérie de la boucle, installer effectivement des pôles de visite ou des pôles culturels ou d'autres choses en réutilisant ces ouvrages qui sont tout à fait intéressants dans l'histoire de la fortification, mais qui sont aussi tout à fait intéressants pour la population civile, pour redécouvrir un petit peu un patrimoine oublié. Le temps est venu de regarder autrement les cités façonnées par Vauban. En France, 130 sites ont été fortifiés par le maréchal. L'armée s'est séparée de la plupart de ses bastions, les municipalités se sont retrouvées avec des glacis aux allures de friches et d'immenses bâtiments parfois austères. Et dès que l'on découvre la personnalité de leur instigateur, ces pierres nous parlent autrement. Elles nous racontent une époque de conquête et de défaite. Elles nous rappellent le génie d'un homme aux qualités universelles. Sébastien, le prêtre de Vauban. C'est cet homme et son œuvre que l'UNESCO s'apprête sans doute à inscrire au patrimoine mondial de l'humanité. 14 villes sous la houlette de Besançon sont candidates à cette reconnaissance. Une inscription qui serait bienvenue en 2007, tricentenaire de la mort du maréchal de Louis XIV.